Ma grand-mère subit une chirurgie d'urgence. J'appelle mes parents, mais personne ne vient. Mon père, Jean, m'envoie un SMS glaçant, tu prendras mieux soin d'elle. Elle ne survit pas. Aux funérailles, sa dernière note est lue, débutant par un. Je m'appelle Marie Dubois. J'ai 34 ans et je travaille comme infirmière en soins palliatifs à Lyon. Le 16 janvier 2025, à 21h51, ma grand-mère, Eliane, est décédée après une intervention chirurgicale d'urgence, alors que j'étais seule dans la salle d'attente. J'avais appelé mes parents 3 fois. Aucun d'eux n'est venu. 18 minutes après mon premier appel, mon père, Jean, m'a envoyé un SMS, « Tu es déjà là-bas. Nous viendrons si elle décède vraiment. » C'est arrivé. Une semaine plus tard, à ses funérailles, le pasteur a ouvert une enveloppe scellée qu'elle avait laissée. Sa première phrase disait, « Si Jean est là, ne le laissez pas parler en mon nom. » Ce que mes parents ignoraient, c'est que ma grand-mère s'était préparée à cela depuis longtemps. Et ils ignoraient que je suis infirmière en soins palliatifs, et que j'enregistre tout. Horodatage, appel manqué, registre de visiteurs, chaque visite, chaque mensonge. Si vous avez déjà été abandonné par votre famille pendant que quelqu'un que vous aimiez était en train de mourir, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville vous regardez. Car ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un avertissement. Laissez-moi vous raconter. L'appel est arrivé à 16h32 un jeudi. Je terminais mon service au centre hospitalier Les Trois-Rivières, assise dans la salle de repos avec une tasse de café que je n'avais pas touchée. Mon téléphone a sonné. Hôpital Nord Lyon. Cela fait 11 ans que je suis infirmière en soins palliatifs. On apprend à entendre le sens dans la voix de quelqu'un avant même qu'il ait fini sa phrase. L'infirmière chef m'a transférée au docteur, Laura Martin. Elle est allée droit au but. Ma grand-mère, Eliane, avait été admise par ambulance 20 minutes plus tôt avec une perforation intestinale et une septicémie avancée. Il devait opérer dans l'heure. Elle m'a dit de comprendre que le risque était élevé. Son âge, l'infection, le stress sur son cœur, elle pourrait ne pas survivre. J'ai attrapé la serviette sous mon café et j'ai commencé à écrire. Perforation intestinale, septicémie, risque élevé. Je n'en avais pas besoin, mais écrire me permet de rester stable. Je viens, ai-je dit. 15 minutes. Y a-t-il d'autres membres de la famille à contacter? Je les appellerai. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de mon père. 4 sonneries, puis boîte vocale. J'ai appelé ma mère. 6 sonneries, boîte vocale. J'ai fixé mon téléphone, essayant de comprendre que ni l'un ni l'autre n'avait répondu pendant une urgence familiale. J'ai ouvert notre groupe de discussion familiale, celui que ma mère avait créé l'année dernière pour maintenir le lien, et j'ai tapé « Grand-mère en chirurgie d'urgence, hôpital Nord Lyon. État critique. J'ai besoin de vous ici maintenant. » Envoyé à 16h51. Le message s'est livré immédiatement, puis quelques secondes plus tard, il a été marqué comme lu par Jean et Diane. J'ai attendu. J'ai attrapé mon manteau et mon sac, j'ai renversé mon café intact, et j'ai attendu. Rien. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit. L'hôpital Nord Lyon est à 14 minutes de l'hôpital de soins palliatifs. Je conduisais avec mon téléphone sur le siège passager. Écran vers le haut. J'attendais qu'il s'allume. N'importe quoi. À 17h02, mon téléphone a vibré. Pas un appel. Un SMS de mon père. Tu es déjà là-bas. Nous viendrons si elle décède vraiment. Je l'ai lu 2 fois, puis encore. Une voiture a klaxonné derrière moi à un feu vert. J'ai continué à conduire. Je me suis garée dans le parking. Niveau 3, place C29. J'ai même pris une photo du panneau pour ne pas oublier où je m'étais garée, puis je suis entrée dans l'hôpital, j'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'unité de soins intensifs, et je me suis enregistrée. L'infirmière, Béatrice, m'a tendu un badge visiteur à 1293. D'autres membres de la famille arrivent-ils, a-t-on demandé. J'ai menti. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti.
Peut-être admettre que mon père avait dit qu'il ne viendrait que si sa mère mourait était trop humiliant. Béatrice m'a accompagnée à la salle d'attente pour les familles des soins intensifs. Mur bleu pâle, 8 chaises, un distributeur automatique, une fenêtre donnant sur le parking. 9 autres personnes étaient là, un vieil homme endormi, une femme tricotant, 2 fils chuchotants. Je me suis assise sur la chaise des 7, face au couloir menant aux os. À 18h11, on a emmené Eliane en chirurgie. Une infirmière m'a dit que cela pourrait prendre 2 à 4 heures. J'ai hoché la tête et j'ai sorti mon téléphone, envoyant un nouveau message à mes parents. Elle est en chirurgie. Lu à 18h14. Pas de réponse. Au cours des 4 heures suivantes, j'ai envoyé des mises à jour toutes les 30 minutes comme si je remplissais un rapport d'incident. Toujours en attente. Aucune nouvelle pour le moment. Le chirurgien n'est pas sorti. Chaque message était lu en quelques minutes. Aucun n'a reçu de réponse. À 19h43, une autre infirmière m'a demandé si ma famille arrivait bientôt. J'ai dit, ils sont en route. Un autre mensonge. À 20h15, j'ai acheté un café au distributeur automatique, je me suis brûlé la langue, mais j'ai continué à tenir la tasse car j'avais besoin de quelque chose dans mes mains. Une dame âgée à côté de moi m'a demandé depuis combien de temps j'attendais. Presque 2 heures, ai-je dit. Votre famille est-elle avec vous, a-t-elle demandé. Je l'ai regardée, j'ai voulu dire la vérité, mais j'ai répondu, ils arrivent. Elle a souri. C'est bien. Personne ne devrait attendre seul. Je suis retournée à ma chaise et j'ai commencé à pleurer. À 21h, le changement de poste a eu lieu. Un infirmier nommé Grégoire a consulté le registre des visiteurs et m'a regardé. Toujours seul ? J'ai hoché la tête. Avez-vous besoin que nous appelions quelqu'un ? Non, ai-je dit. Ils savent. À 21h47, les portes de l'eau se sont ouvertes. Le docteur Fitzpatrick est sorti avec sa calotte chirurgicale, son masque baissé. Je me suis levée. J'ai vu la mine des médecins 100 fois au travail. Je sais que cela signifie qu'ils sont sur le point de vous annoncer que la personne que vous aimez est partie. Elle s'est approchée. Mademoiselle Dubois, je suis tellement désolée. Nous avons tout fait ce que nous pouvions, mais son cœur n'a pas supporté l'intervention. Elle a fait un arrêt cardiaque à 21h51. Nous n'avons pas réussi à la réanimer. Je me suis entendu demander, avait-elle mal ? Elle était sous anesthésie tout le temps. Elle n'a pas souffert. Je l'ai remerciée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai remerciée, et ils m'ont laissé voir Eliane dans une petite pièce à côté des soins intensifs. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ses mains étaient encore chaudes. Je suis restée 10 minutes, assise à côté d'elle, et j'ai murmuré, « Je te protégerai. » Je me fiche de ce qu'ils disent. Je ferai en sorte que les gens sachent qui tu étais vraiment. Puis je suis partie, je me suis assise sur un banc près des ascenseurs, et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la 3e sonnerie. Oui, papa, ai-je dit. Grand-mère n'a pas survécu. Elle est morte pendant l'opération. Pause. D'accord, a-t-il dit après 3 secondes. Nous nous occuperons des préparatifs demain. J'ai attendu la suite. Quelque chose d'autre. Il n'a rien dit d'autre. C'est tout, ai-je demandé, la voix tremblante. C'est tout ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Marie ? Elle est partie. Je veux que tu dises que tu es désolée de ne pas être venue. Je veux que tu me demandes si je vais bien. Tu vas bien, a-t-il dit. Tu travailles avec des mourants. C'est ce que tu fais. Puis il a raccroché. Durée de l'appel 47 secondes. J'ai pris une capture d'écran. J'ai appelé ma mère ensuite. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'entendais la télévision en arrière-plan. Maman, grand-mère est morte, ai-je dit. Pause. Oh, eh bien, je suppose que c'est pour le mieux. Elle souffrait. Elle ne souffrait pas, ai-je dit. Elle avait une rupture intestinale. C'était soudain. Tu viens à l'hôpital, a-t-elle demandé.
Pourquoi faire? Elle est déjà partie, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Ton père s'occupera des détails, a-t-elle dit et elle a raccroché. Je suis restée assise sur ce banc pendant 20 minutes, puis je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai commencé à faire une liste. Le lendemain matin, mon père a appelé à 9 heures. Il avait choisi les pompes funèbres Kowalski et m'a dit de m'occuper de la coordination puisque j'étais en congé de toute façon. Je ne suis pas en congé, papa, ai-je dit. J'ai pris un congé d'urgence. Eh bien, tu es infirmière. Tu sais comment ces choses fonctionnent. Je suis infirmière en soins palliatifs, pas directrice de pompe funèbre, ai-je répondu. Il a soupiré comme si j'étais difficile. Marie, fais-le. Nous te faisons confiance. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Raymond Kowalski. Sympathique, début soixantaine, cheveux argentés, voix douce. En signant les papiers, il m'a doucement demandé, vos parents seront-ils impliqués dans la planification? Je ne savais pas comment répondre. Mon père pensait que je devrais le faire parce que je travaille avec des mourants. Raymond a posé son stylo. Ce n'est pas la même chose que d'enterrer les siens. Vers la fin de la réunion, Raymond a mentionné que ma grand-mère avait tout préparé 2 semaines plus tôt, choisi le cercueil, sélectionné des hymnes, écrit des instructions, et laissé 2 enveloppes scellées, une avec le pasteur Callahan de Saint-Agnès, une autre avec son avocat, Gérard Petit. Elle devait être ouverte uniquement si certaines personnes étaient présentes. Ma poitrine s'est glacée. Dans les jours suivants, je n'arrivais pas à dormir. Je repassais en boucle le SMS de mon père. Nous viendrons si elle décède vraiment. Je pensais sans cesse à la façon dont il n'avait jamais appelé l'hôpital, pas une seule fois. Le 18 janvier à 2 heures du matin, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à compter. 11 appels sans réponse, 8 messages envoyés pendant la chirurgie, une réponse. J'ai pris des captures d'écran de tout. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Le 19 janvier, j'ai demandé le registre officiel des visiteurs de l'hôpital Nord-Lyon. Ils l'ont imprimé cet après-midi-là. 16 janvier 2025. Patiente Eliane Dubois. Visiteur Marie Dubois. Badge à 1293 16h45 à 22h22. Aucun autre nom. Le même jour, je suis allée chez Eliane pour choisir des vêtements pour les funérailles. Sur la table de la cuisine, il y avait une enveloppe en papier craft avec mon nom écrit de sa main. Marie, ouvre si je ne rentre pas à la maison. Daté du 10 janvier 2025, 6 jours avant la chirurgie. Je me suis assise à sa table jaune formica et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, des photocopies de documents médicaux de 2017 et une clé USB étiquetée voicemail. La lettre commençait, Marie, si tu lis ceci, je suis partie. J'ai besoin que tu saches certaines choses tant que la vérité importe encore. Elle m'a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que mon père vienne et qu'elle avait fait la paix avec cela. Elle avait donné instruction au docteur Martin de ne m'appeler qu'en cas de situation critique et avait signé des documents légaux en ce sens. Elle avait écrit, tu as toujours été celle qui est restée. Quand j'étais seule, tu venais. Quand j'avais peur après mon AVC, tu restais à mes côtés. Tu ne regardais pas ta montre. Tu restais. Puis elle a lâché la bombe. Ton père m'a rendu visite une fois pendant ma convalescence après mon AVC en 2017. Une fois en 6 semaines, 15 minutes, et 12 de ces minutes ont été consacrées à me demander si j'avais pensé à vendre la maison. J'ai gardé le registre des visiteurs. Il est dans cette enveloppe. J'ai tout gardé, Marie, parce que je savais qu'un jour viendrait où j'aurais besoin de preuves. J'ai regardé les photocopies. Hôpital général de la métropole, octobre, novembre 2017. Eliane a été admise le 1er octobre après un AVC. 6 jours de soins aigus, 6 semaines de rééducation. Registre des visiteurs. Marie Dubois, 9 visites. Jean Dubois, 1 visite. Le 3 octobre, de 11h à 11h19. Diane Dubois, 0 visite.
Mon père avait rendu visite à sa mère pendant 15 minutes pendant une convalescence de 6 semaines, et je ne le savais pas parce qu'il m'avait dit qu'elle allait bien et qu'il s'occupait de tout. J'ai eu la nausée. J'ai branché la clé USB. 7 fichiers audio, tous datés. 5 octobre 2017, 15h42. La voix de mon père, décontractée. Salut, maman. C'est moi. Je sais que tu es en rééducation, mais j'y ai pensé, as-tu envisagé de vendre la maison? C'est beaucoup d'entretien, surtout maintenant. Pense-y juste. 38 secondes. Non. Comment vas-tu? Parle juste de la maison. 2 jours après son AVC, 1er novembre 2017, 18h05. Maman, j'ai parlé à un agent immobilier. Il pense que la maison pourrait se vendre 425 000 €, peut-être plus. Juste pour que tu saches. Je t'aime. 14 mars 2019, 10h22. Salut, maman. Je déteste te demander, mais nous avons des réparations imprévues à la maison. Pourrais-tu me prêter environ 3 500 €? Je te rembourserai dans quelques mois. J'ai trouvé des relevés bancaires photocopiés, surlignés en jaune. 14 mars 2019. Retrait 3 200 €. Écriture d'Eliane en marge. Demandé le 10 mars. Promesse de remboursement bientôt. Le remboursement n'a jamais eu lieu. D'autres messages vocaux ont suivi. Le même schéma. Demande d'argent, pression pour vendre la maison, demande d'aide pour couvrir les factures. En 2022, il a demandé 1 800 € pour des réparations de voitures. Le relevé bancaire montrait qu'elle les lui avait donnés. Au total, au moins 5 000 € empruntés et jamais remboursés entre 2019 et 2022. Je suis restée assise à fixer mon ordinateur portable, puis j'ai fait quelque chose que je fais rarement. J'ai crié. J'ai frappé du poing sur la table, me suis levée et j'ai crié dans la pièce vide. Tu l'as appelée juste pour lui demander de l'argent pendant qu'elle était en rééducation, pendant qu'elle réapprenait à marcher. Puis je me suis rasseyée, j'ai ouvert une feuille de calcul, et j'ai commencé à construire un dossier, un journal de preuves. Jean Dubois, 7 messages vocaux demandant de l'argent ou faisant pression pour la vente de la maison de 2017 à 2024. Une visite d'hôpital de 15 minutes lors d'une convalescence de 6 semaines après un AVC en 2017. 5 000 € empruntés et jamais remboursés entre 2019 et 2022. 11 appels sans réponse lors de l'urgence de ma grand-mère le 16 janvier 2025. 8 mises à jour par SMS ignorées pendant la chirurgie. Sa seule réponse, nous viendrons si elle décède vraiment. 0 visite à l'hôpital ce jour-là. J'ai enregistré le fichier et pris une décision. Je ne laisserai pas la vie ou l'héritage de ma grand-mère être effacé. J'utiliserai toutes mes compétences d'infirmière en soins palliatifs. Documentation, chronologie, témoignages de témoins pour m'assurer que les gens sachent exactement qui était mon père. Les funérailles ont eu lieu le 23 janvier à l'église catholique Saint-Agnès. Je suis arrivée tôt. Au moment où le service a commencé, 64 personnes avaient signé le livre d'or. Mes parents sont arrivés à 10h28. Ma mère en bleu marine et perle. Mon père en costume noir, sa main sur son coude, son visage composé. Ils se sont assis au premier banc. Je me suis assise 3 rangs derrière. Le pasteur Callahan a prononcé l'éloge funèbre pendant 8 minutes, parlant de la foi d'Eliane, de son jardin et de son dévouement à sa famille. Mon père s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Il y a une chose de plus. Il a atteint le pupitre et a sorti une enveloppe scellée de cire rouge. L'écriture de ma grand-mère au recto. Il a expliqué qu'Eliane l'avait laissée 6 jours avant sa chirurgie et avait donné instruction qu'elle ne soit ouverte que si certaines personnes étaient présentes. Il a regardé mon père droit dans les yeux et a lu à voix haute l'instruction sur l'enveloppe. Si Jean est là, ne lisez pas ceci à voix haute. Donnez-le à Marie en privé. La pièce est tombée dans le silence. Mon père est devenu blanc. Ma mère a murmuré, « Qu'est-ce que c'est ?» Le pasteur Callahan est descendu et m'a tendu l'enveloppe. « Elle voulait que vous ayez ceci seul, a-t-il dit. » Mon père s'est levé, c'est l'écriture de ma mère. J'ai un droit.
Le pasteur Callahan a répondu calmement, « Les souhaits de votre mère étaient clairs. » Et il est retourné au pupitre. Je suis sorti, je me suis enfermé dans une cabine de toilette, et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de 2 pages sur du papier crème, encre bleue. Elle commençait, « Marie, si tu lis ceci, je suis partie. » Ma grand-mère avait écrit qu'elle s'attendait à ce que Jean montre le bout de son nez aux funérailles, mais pas à l'hôpital. Il ne vient jamais quand cela lui coûte quelque chose. Elle m'a rappelé 2017 quand elle a eu un AVC. Il a rendu visite une fois pendant 15 minutes, et 12 de ces minutes ont été consacrées à demander la vente de la maison. Elle a inclus le registre des visiteurs, des copies de relevés bancaires documentant des prêts de 3 200 € en 2019 et 1 800 € en 2022, et des journaux d'appel montrant des appels mensuels de 6 minutes le dimanche. Elle a dit qu'elle avait donné instruction au docteur Martin de ne m'appeler qu'en cas de situation critique, et qu'elle avait signé des documents légaux pour officialiser cette instruction. « Tu es restée, Marie », a-t-elle écrit. « Tu l'as toujours fait. Tu es la fille dont j'avais besoin. » Puis elle a été explicite. « La maison est à toi. Le testament est déposé. » Le pasteur Callahan et son avocat en ont chacun une copie. Elle a averti que Jean serait en colère et pourrait me traiter de sénile ou m'accuser de manipulation, mais qu'elle avait conservé la documentation, les journaux, les relevés, les messages vocaux, afin que la vérité soit claire. Il voulait sa propriété, pas elle. J'ai plié la lettre, je suis partie en voiture, et pour la première fois depuis le 16 janvier, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de rage et d'une clarté glaciale. Ce soir-là, un rassemblement post-funérailles à la maison d'Eliane a réuni 22 personnes. Mes parents sont arrivés en retard. Debout dans le salon à 15h30, j'ai tenu la lettre et j'ai dit au groupe que j'avais quelque chose que ma grand-mère voulait qu'il sache. Mon père a essayé de m'arrêter. « Marie, ce n'est pas le moment. » Le pasteur Callahan, près de la cheminée, a dit doucement mais fermement qu'Eliane avait demandé des témoins et de rester. Mon père s'est assis. J'ai lu la lettre à voix haute, mot pour mot, sans commentaire. J'ai décrit la seule visite de 15 minutes pendant sa rééducation de 6 semaines en 2017, les retraits bancaires et les prêts non remboursés, et la décision de ma grand-mère de me léguer la maison. Quand j'ai terminé, le visage de mon père était rouge. Ma mère fixait le sol. La tante Caroline s'est levée et est partie sans un mot. Mon père a dit, c'était ma mère. J'ai demandé, alors, où étiez-vous quand elle mourait ? Il n'avait pas de réponse. J'ai sorti mon téléphone et les registres des visiteurs. Elle m'a légalement légué la maison. Le testament a été déposé. S'il veut le contester, il peut. J'ai 6 ans de reçu et de dossier. Il a attrapé son manteau et est sorti. Ma mère l'a suivi sans me regarder. Debout dans le salon d'Eliane, parmi des gens que je connaissais à peine. J'ai ressenti un soulagement, bref et fragile. 3 jours plus tard, l'avocat, Gérard Petit, a appelé. Il y a quelque chose que vous devez voir, a-t-il dit. Il avait reçu une deuxième enveloppe à me remettre 2 semaines après les funérailles. Le lendemain matin, je l'ai rencontré dans son bureau. Il m'a tendu une plus petite enveloppe collée et étiquetée « Marie », à ouvrir le 30 janvier 2025. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et une clé USB. La note disait en partie, « Marie, si tu lis ceci, les funérailles sont terminées et tu as lu ma première lettre. Maintenant, j'ai besoin que tu vois ce que j'ai enregistré. C'est la partie que Jean ne pourra jamais nier. Regarde-la seule, puis décide quoi en faire. Je te fais confiance. » Chez moi, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur le seul fichier. Eliane Confession 8 janvier 2025.mpp4. La vidéo montrait ma grand-mère assise dans son salon, portant des lunettes de lecture et un cardigan. L'horodatage indiquait le 8 janvier 2025, 8 jours avant la chirurgie. Elle parlait directement à la caméra. Elle avait 78 ans, enregistrant parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps et qu'elle en avait fini avec les faux-semblants. Elle a décrit la conduite de mon père après son AVC de 2017.
Une brève visite centrée sur la vente de la maison et le schéma depuis des appels téléphoniques mensuels perfunctoires et des prêts multiples s'élevant à environ 5 000 € qui n'ont jamais été remboursés. Elle a dit qu'elle avait décidé de me léguer la maison parce que j'étais restée quand elle avait besoin de quelqu'un. Jean, a-t-elle dit à la caméra, tu n'es pas une mauvaise personne, mais tu n'es pas le fils dont j'avais besoin. Elle m'a remercié d'être la fille dont elle avait le plus besoin. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, je l'ai rejoué et j'ai remarqué quelque chose sur l'étagère derrière elle. Un petit appareil noir, une caméra pointée vers le canapé. J'ai fait une pause, j'ai zoomé, et j'ai réalisé qu'elle enregistrait plus que cette confession. Je suis allé directement chez elle, j'ai déplacé les livres, et j'ai trouvé une minuscule caméra sans fil toujours active et enregistrant sur un compte cloud. Le mot de passe, celui qu'elle avait écrit sur une note autocollante dans l'enveloppe. J'ai pu me connecter. Le cloud contenait plus de 200 heures de séquences datant de mars 2024. La plupart des clips étaient ordinaires, lecture, télévision, arrosage des plantes. Puis j'ai trouvé un clip horodaté du 19 décembre 2024. J'ai cliqué dessus. La pièce était vide de ma grand-mère. Mes parents se tenaient dans le salon, en train de parler. L'audio était clair. Ils discutaient du cœur défaillant de ma grand-mère et se sont accordés, en substance, à attendre qu'elle soit partie pour pouvoir vendre la maison. Mon père parlait d'un agent immobilier et des prix de mise en vente prévus. Ma mère a exprimé des hésitations, s'inquiétant des apparences. Jean a écarté cette préoccupation. Ils iraient aux funérailles, pleureraient, et diraient de belles choses. C'est tout ce dont on se souvient, a-t-il dit. Ils ont parlé d'artisans, de mise en scène, et de frais de clôture, puis ils sont partis. À ce moment-là, il était évident que ma mère était au courant et acceptait le plan. Ils se préparaient à profiter de la mort de ma grand-mère. J'ai immédiatement appelé Gérard et j'ai exigé de le voir. Quand je suis arrivée, j'ai remis la clé USB. Il a regardé la confession et les images cachées. Après avoir tout vu, il s'est penché en arrière et a dit « Votre grand-mère était plus vive d'esprit que la plupart des avocats que je connais. Pouvons-nous utiliser cela ?» ai-je demandé. Absolument. Gérard a alors sorti un dossier. Eliane avait mis à jour son testament le 11 janvier 2025. Elle me léguait la maison et tous les actifs et incluait une clause qui déshéritait explicitement Jean, citant l'abandon et l'exploitation financière. La mise à jour avait été témoignée par le pasteur Callahan, son médecin, le docteur Patel, et notarié. Les documents semblaient solides. Gérard a dit que cela devrait être infaillible, mais m'a averti que mon père se battrait probablement. Il avait raison. Le 3 février 2025, mon père a déposé une contestation du testament, alléguant une influence indue et une incapacité, affirmant que j'avais manipulé ma grand-mère. 2 événements ont fait pencher la balance contre lui. Le 10 février, une notaire nommée Kathleen Brigg m'a appelé. Eliane lui avait demandé début janvier de notarier des documents, y compris une déclaration signée datée du 9 janvier 2025, affirmant la pleine capacité mentale d'Eliane, et que les modifications du testament avaient été faites librement. Puis Kathleen a ajouté le détail crucial. Le 28 janvier, mon père était venu la voir avec un document qu'il prétendait être le testament de ma grand-mère, lui demandant de le notarier rétroactivement comme s'il avait été signé en 2023. Elle a refusé. La signature ne correspondait pas à celle qu'elle avait notariée 2 semaines plus tôt. Et il est parti en colère. J'ai appelé Gérard. La notaire témoignerait. Ce témoignage, ainsi que la vidéo de confession, les images cloud de mes parents discutant de la vente, les registres des visiteurs, les relevés bancaires montrant les prêts, les transcriptions des messages vocaux, et l'affidavit du docteur Fitzpatrick attestant de la compétence d'Eliane formaient un solide dossier probatoire. La date de comparution était le 3 avril 2025. J'ai assisté à l'audience pendant que Gérard présentait le testament mis à jour, notarié et correctement témoigné, la déclaration de compétence d'Eliane du 9 janvier, les registres des visiteurs de 2017, les registres bancaires montrant les 5 000 € de prêts non remboursés, les messages vocaux.
La confession filmée de ma grand-mère, les images de la caméra cachée de mes parents discutant de la vente de la maison, et le récit de Kathleen Brigg sur la tentative de mon père de falsifier un testament antérieur. L'avocat de mon père avait peu de choses à opposer. Ils ont invoqué la confusion et l'influence indue, mais la documentation et les témoignages étaient complets. Le 10 avril, le juge a rejeté la contestation. La décision a noté que ma grand-mère avait passé des années à créer un dossier inébranlable de ses souhaits et qu'il n'y avait aucune preuve d'incapacité ou de coercition. L'affaire était sans fondement. Mon père est sorti du tribunal en trombe. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, mais ma mère m'a appelé 2 mois plus tard. 15 juin 2025. J'ai failli ne pas décrocher. Je quitte ton père, a-t-elle dit. Sa voix tremblait. Je n'ai rien dit au début. Tu ne savais pas? Elle a posé des questions sur l'argent, sur l'hôpital. Il m'a dit que tu exagérais, qu'Eliane était confuse. Je voulais le croire. Je lui ai dit qu'elle était sur les images de la caméra. Elle savait qu'il attendait sa mort pour vendre la maison. Longue pause. Je sais, a-t-elle murmuré. Je savais. J'ai honte. J'avais peur de perdre la maison, de ce que les gens penseraient. Alors j'ai suivi. Je suis tellement désolée. J'ai demandé, tu appelles parce que tu es désolée ou parce que tu as perdu? Sa réponse, les deux. Je ne peux plus vivre avec lui. Pas après ce qu'il a fait. Pas après ce qu'elle lui a laissé faire. Bien, ai-je dit. Puis-je venir te voir un jour, a-t-elle demandé. Je sais que je ne le mérite pas. J'y réfléchirai, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je ne la détestais pas. Je n'avais tout simplement pas encore assez de place. Fin de l'été, la communauté de l'église avait entendu l'histoire. Mes parents ont arrêté d'aller à Saint-Agnès. J'ai entendu dire qu'ils avaient été transférés dans une autre paroisse de l'autre côté de la ville où personne ne les connaissait. Légalement et moralement, la maison était à moi. Mais Eliane avait laissé un autre cadeau. Et celui-ci concernait la guérison, pas la justice. Le 14 février 2026, jour de la Saint-Valentin, j'ai emménagé dans la maison d'Eliane. La journée était exceptionnellement chaude. La première chose que j'ai faite a été de planter des roses jaunes dans le jardin, ses préférées. J'ai trouvé ces gants de jardinage dans le hangar, sentant encore la terre et la crème pour les mains à la lavande, et je les ai utilisés pour creuser. À l'intérieur, j'ai créé un mur de souvenirs dans le salon. Photo d'Eliane dans le jardin, à ma remise de diplôme, riant d'une blague oubliée. Au centre, dans un simple cadre argenté, j'ai accroché sa directive anticipée qui me désignait comme la seule personne autorisée à être contactée et présente en cas de maladie critique ou de soins de fin de vie. Jean Dubois était explicitement exclu. En dessous, j'ai placé une petite plaque. La dignité en fin de vie s'acquiert, elle ne s'hérite pas. Eliane Dubois, 1943 à 2025. Les gens demandaient pourquoi j'encadrerais quelque chose d'aussi douloureux. Je leur disais la vérité. La vérité ne devrait pas être cachée. Eliane avait passé trop de temps à protéger les autres de celle-ci. Je ne ferai pas la même erreur. En juillet 2025, j'ai utilisé les fonds de sa succession pour créer le fonds Dignité Eliane Dubois, une organisation à but non lucratif pour aider les personnes âgées abandonnées par leur famille. Le fonds propose 3 services. Une assistance juridique pour mettre à jour les testaments, les directives anticipées et les procurations de soins de santé. Des services de documentation pour créer des témoignages vidéo, organiser des dossiers financiers et recueillir des preuves d'exploitation. Et un soutien d'urgence pour couvrir les soins palliatifs, les frais funéraires ou le logement des seniors dont les familles les ont financièrement abandonnés. Au cours des 6 premiers mois, le fonds a aidé 43 personnes. L'une d'elles était Dorothy, 81 ans, dont le fils avait vidé ses économies puis avait cessé de lui rendre visite. Nous l'avons aidé à obtenir un avocat, à récupérer des fonds, et à mettre à jour son testament. Elle a enregistré un témoignage disant « Je ne vais pas le laisser m'effacer ». Une autre était Harold, 76 ans, dont la fille n'appelait que lorsqu'elle avait besoin d'argent.
Nous l'avons aidé à mettre en place une directive anticipée qui l'excluait explicitement des décisions médicales. Lorsqu'il est décédé 6 mois plus tard, ses volontés ont été respectées, et son petit-fils, qui lui rendait visite chaque semaine, a hérité de tout. Chaque fois que j'aide quelqu'un, je pense à Eliane assise dans son salon en train d'enregistrer cette vidéo, sachant qu'elle ne serait pas là pour voir son utilisation, mais sachant que cela compterait. Je travaille toujours au centre hospitalier Les Trois-Rivières. Maintenant, lorsque je vois les signes avant-coureurs, l'enfant absent, l'appel qui n'arrive jamais, l'intérêt soudain pour les testaments, je fais plus que de documenter pour le dossier médical. Je parle aux patients d'Eliane. Je leur dis qu'ils ont des options. Je leur dis qu'ils n'ont pas à mourir en espérant que quelqu'un s'en soucie. Fin août 2025, une femme a appelé car sa mère était en soins palliatifs et son frère n'était pas venu depuis 3 semaines, mais avait appelé 2 fois au sujet de la maison. Que dois-je faire, a-t-elle demandé. J'ai pensé au registre de visiteurs, aux messages vocaux, et aux confessions enregistrées. Documentez tout, ai-je dit. Pas pour le punir, mais pour protéger les choix de votre mère. Demandez-lui ce qu'elle veut et respectez-le, même si cela signifie qu'il ne sera pas là à la fin. L'appel a duré 11 minutes. Quand il s'est terminé, j'ai regardé le registre des visiteurs encadré du 16 janvier 2025, celui qui ne montre que mon nom, et je l'ai gardé sur mon bureau, non pas comme une blessure, mais comme une boussole. Le 28 février 2026, je me suis assise à la table jaune formica d'Eliane, buvant du café de sa tasse florale ébréchée et délavée. Dehors, les roses jaunes fleurissaient. J'ai pensé à cette nuit dans la salle d'attente des soins intensifs, à m'être assise seule, à mentir aux infirmières, à tenir une tasse vide juste pour avoir quelque chose dans les mains. J'ai pensé au SMS de mon père. Nous viendrons si elle décède vraiment. J'ai pensé à la façon dont il est venu aux funérailles où les gens pouvaient le voir, mais pas quand cela importait. Et j'ai pensé à Eliane dans cette cuisine 2 semaines avant sa chirurgie, écrivant des lettres, enregistrant des vidéos, scellant des enveloppes de cire rouge. Elle savait que son fils ne viendrait pas. Elle savait que j'aurais besoin de preuves. Elle savait que le monde me dirait de pardonner et d'aller de l'avant, d'être la personne plus grande. Alors, elle s'est assurée que je n'avais pas à l'être. La semaine dernière, j'ai installé un petit haut-parleur dans le salon relié à la confession d'Eliane et j'ai programmé pour qu'elle joue doucement ses derniers mots lorsque des visiteurs viennent. Marie, je t'aime. Merci d'avoir été ma fille quand j'en avais le plus besoin. Ce n'est pas macabre. C'est un rappel. Se présenter n'est pas une faveur. C'est le but. La dignité en fin de vie ne s'hérite pas. Elle s'acquiert. Si quelqu'un attend que vous mouriez pour pouvoir prendre ce que vous possédez, vous avez le droit de riposter. Eliane l'a fait et elle a gagné. Le registre des visiteurs est toujours sur mon bureau au travail. 16 janvier 2025. Visiteur Marie Dubois, badge à 1293, 16h45 à 22h22. Un nom, le bon nom. À la fin d'une vie, ce qui compte le plus, c'est qui est resté, et je suis resté.